Bon, j'étais en train de me faire oblitérer sur Marvel Rivals quand mon pote un petit peu chelou m'a demandé: Pourquoi tu mènes Venom? était-ce pour ses excellentes capacités de tanking ou pour son DPS potable qui le rendent suffisamment bon pour atteindre les plus hautes places des pourcentages d'utilisation? Visiblement pas. La première fois que j'ai lancé le jeu, je savais déjà que Venom serait mon personnage principal, sans même connaître quoi que ce soit à son gameplay. Pire que ça, dire que j'ai installé le jeu parce que j'avais envie de jouer Venom ne serait pas très éloigné de la réalité. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Et pourquoi est-ce que j'apprécie autant ce personnage? Sans doute parce que son costume entièrement noir et son rôle récurrent d'anti-héros satisfont les G-Boys qui sommeillent en moi. Pourtant, résumer Venom et l'affection que je lui porte à cela serait très réducteur. Son costume, son comportement, son apparence cauchemardesque et surtout son hôte, Eddie Brock, sont les reflets de thématiques aussi complexes qu'intéressantes, qui ont été explorées à travers les œuvres depuis sa création, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui donc, parce que je viens soudain de me rappeler qu'il faudrait que mon master de psychologie me serve à quelque chose, et que de Freud à Venom, il n'y a qu'un pas, nous allons tenter de décrypter un peu tout cela, et de comprendre la psyché particulière, mais passionnante, de notre symbiote préféré. Venom est un personnage issu de l'univers des comics Marvel, et apparu pour la première fois en 1984, en tant qu'antagoniste de Spider-Man. Jouissant d'une popularité grandissante auprès des fans, il multiplie les apparitions dans les médias, comme au sein de l'excellent arc le concernant dans la série animée Spider-Man de 1994. On y découvre Eddie Brock, un journaliste ambitieux dont l'ascension professionnelle, notamment au sein du Daily Bugle, se pave finalement d'échecs. Renvoyé et humilié à de nombreuses reprises, hanté par le spectre de son incapacité à réussir dans sa vie personnelle et professionnelle, Brock sombre dans une spirale dépressive. Seulement, le hasard ou le destin décide de faire se croiser sa route à celle du symbiote, une forme de vie extraterrestre parasite ayant la capacité de fusionner avec ses hôtes en leur conférant d'incroyables capacités. Jusqu'alors en cohabitation avec Peter Parker, celui-ci cherche à s'en débarrasser après avoir compris que le symbiote altère sa personnalité en le rendant plus violent, plus impulsif et plus manipulateur. Dans sa fuite, le symbiote rencontre Brock et se lie avec lui. Venom est né. Seulement voilà, en faisant la somme des œuvres dans lesquelles Venom apparaît, certaines constantes se dessinent. Brock a par le passé été humilié par Peter Parker et par Spider-Man. Le symbiote, lui, a été rejeté par Parker. Imaginez donc la haine que peut éprouver à son égard la combinaison de ces deux êtres emplis de rancœur. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et c'est au cœur de ce triptyque naissant que l'esquisse de la théorie freudienne trouve tout son sens selon moi. Même si je suis certain que vous vous souvenez tous de vos cours de philo de terminale, Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours. je me permets un petit rafraîchissement de mémoire. En 1923, Freud publie sa seconde topique, bâtie sur une nouvelle théorie selon laquelle notre inconscient, soit la partie de notre esprit sur laquelle nous n'avons ni prise ni accès direct, serait divisé en trois parties, le ça, le moi et le surmoi. Selon Freud, ces instances régissent tous nos comportements, qu'ils soient conscients ou inconscients. Premièrement, le ça est le siège des pulsions et des désirs les plus basiques. De nature impulsive et incontrôlée, le ça cherche la satisfaction immédiate de ses désirs, sans aucune considération pour les conséquences que cela pourrait engendrer. J'imagine que vous commencez à comprendre le parallèle avec le symbiote. Décrit comme un organisme particulièrement sensible aux émotions négatives de son hôte, en particulier la rage et la haine, le symbiote agit pour corrompre et soumettre à sa volonté ceux qu'il tient sous son joug, modifiant ainsi leur comportement. Cela se traduit par une agressivité accrue qui pousse l'hôte à agir au-delà de toute moralité, au travers d'actes dont il n'aurait jamais pensé être capable. À la boulette. De la même façon, le ça, s'il n'est pas contrôlé, peut conduire à des actions répréhensibles, des comportements impulsifs et potentiellement destructeurs. En perpétuelle instabilité dans sa quête de satisfaction, le ça évoque également la soif inextinguible d'adrénaline de Venom, ainsi que la faim vorace qui l'habite. Et je vais te manger le mulet, hein? Ah oui, ça a l'air rapide ça. Un bon mulet. Le symbiote exacerbe donc les pulsions latentes de son hôte pour faire tomber toute inhibition et parvenir à combler ses désirs primitifs, des points qui, comme nous l'avons vu, caractérisent également l'instance du ça établie dans la théorie psychanalytique. À l'autre extrémité de notre théorie, on trouve le surmoi, soit une instance morale qui correspond à nos idéaux. Et qui de mieux que Spider-Man pour représenter un modèle vers lequel tendre? Peter Parker incarne en effet des valeurs éthiques fortes. Sa célèbre devise en est d'ailleurs un très bon exemple. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cette maxime résonne en tout temps et en tout lieu dans l'esprit du tisseur, agissant comme le gardien intériorisé de sa moralité.
Spidey est un super-héros dans l'une de ses plus pures définitions. Doté de qualités surhumaines, il a cependant un comportement moral exemplaire et agit comme une figure de conscience pour faire ce qui est juste, et ce, même au détriment de ses intérêts et de ses désirs personnels. Possédé par le symbiote, Peter parvient à surpasser les tendances sombres du parasite pour s'en débarrasser et prouve par la même occasion qu'il place ses aspirations bienveillantes au-dessus de toute pensée égocentrée. Très bien, mais dans ce cas, où placer Eddie ? Si vous avez suivi, notre triptyque est pour le moment incomplet. Et comme vous pouvez vous en douter, la dernière pièce de ce puzzle est représentée par Eddie. Bien joué René, vous marquez 60 points et vous sortez de prison. Il incarne le moi, l'instance centrale de la théorie freudienne. Le moi, c'est la partie de notre inconscient qui est tiraillée, déchirée, entre les pulsions qui découlent des éternels désirs insatisfaits du ça et les exigences morales du surmoi, l'idéal vers lequel chaque individu voudrait tendre. De fait, il faut bien comprendre que le moi est un lieu psychique particulièrement violent, car comme nous venons de le voir, il se trouve au centre d'un conflit entre des forces opposées et souvent incompatibles étant donné leur nature. Le ça émet des pulsions de vie, représentées par la sexualité ou la recherche de plaisir, mais également des pulsions de mort que l'on peut associer à l'agressivité et la destruction. Ces pulsions, qui demandent à être comblées immédiatement, se heurtent aux normes sociales, aux interdictions et aux idéaux du surmoi, notre autorité morale et sociale. Par exemple, si nous revenons à notre protagoniste, quand le symbiote cherche à se nourrir, il répond à l'une de ses pulsions primitives, découlant du ça. Seulement, les normes socialement établies, à savoir qu'il n'est pas très éthique de dévorer un autre être humain, se heurtent à cette pulsion. C'est le surmoi d'Eddie qui entre en action, et cette autorité morale punit le moi par une sensation de honte et de culpabilité. C'est pourquoi dans différentes œuvres, on observe chez Venom un comportement oscillant entre des actes violents et des sentiments de regret ou de culpabilité. Mais questionnons-nous maintenant sur ce surmoi, ce modèle de moralité et idéal inatteignable. Cette haine qu'éprouve Venom à l'égard de Spider-Man, ne serait-ce pas avant tout le symptôme de son impuissance à devenir meilleur ? Le tisseur est l'exact opposé philosophique de Venom, la seconde phase d'une pièce représentant la moralité et la réussite sur tous ses versants. Peter Parker réussit là où Eddie Brock échoue. Il est un photographe qui commence à être réputé, lui est renvoyé. Il a une petite amie, lui est rejeté. De la même façon, Spider-Man est admiré, Venom inspire dégoût et terreur. Lorsque Eddie cède au symbiote, il agit selon les pulsions du ça, mais perpétuellement hanté par l'ombre de Spider-Man qui incarne ce qu'il aurait voulu et ce qu'il aurait pu être. La quête de Venom pour prouver à tous qu'il peut lui aussi être un héros reflète l'influence de ce modèle refoulé, d'où l'expression de sa haine envers l'homme araignée. Maintenant que nous avons traité de nos trois instances, il ne faut pas oublier que celles-ci n'interagissent pas qu'entre elles, mais aussi et surtout avec la réalité extérieure. Ces contraintes du monde réel, comme les conséquences juridiques, sociales ou physiques de nos mauvaises actions, s'effacent grâce au symbiote. Il est en effet bien plus simple de prendre la décision de braquer une banque si personne ne va vous reconnaître, que vous n'avez aucun risque de blessure sérieuse et que la police n'a quasiment aucun moyen de vous attraper. Cependant, les valeurs qui nous sont propres, grâce à notre éducation et nos expériences, orientent nos choix, en bien ou en mal. De plus, l'importance que nous accordons à nos liens sociaux pèse également beaucoup sur nos processus décisionnels. Il est toujours difficilement concevable d'agir contre nos valeurs et en risquant de décevoir ou de choquer ceux qui nous sont proches. C'est ainsi que Venom parvient régulièrement à réguler ses comportements violents, souvent grâce à un intérêt amoureux. Mais que se produit-il lorsqu'un individu ne dispose d'aucune valeur ou que celles-ci ne sont teintées que de mauvaises intentions ? Que se produit-il lorsque ce même individu n'a pas ou peu de relations sociales qui lui sont chères ? La conjugaison de cet isolement et de cette absence de moralité tente à faire disparaître l'instance du surmoi et laisse par la même occasion le champ libre au ça, qui déferle sur le moi sans aucune limite. Imaginez maintenant que cet individu entre en contact avec un symbiote. Ce serait un véritable carnage, n'est-ce pas ? J'ai compris la référence. Le moi est submergé par les pulsions du ça, qui le dominent entièrement, à un tel point que la réalité semble s'effondrer autour de lui. Cet état, vous le connaissez au moins de nom, c'est la psychose. Quelle solution donc reste-t-il à Venom afin de devenir meilleur ? Pour toucher du bout du doigt l'héroïsme d'un Spider-Man, alors même qu'il est possédé par une entité souvent malfaisante. Eh bien, comme nous l'avons vu, pour contenir les assauts constants du ça, le moi va agir en interagissant avec le monde réel ainsi qu'avec ses valeurs et son univers social. Le moi va ainsi parvenir à rediriger les pulsions du ça
par exemple vers des activités ou des agissements socialement acceptables. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Et quel meilleur exemple de sublimation que celui d'Agent Venom. Agent Venom est issu de la fusion du symbiote et d'un autre hôte, Flash Thompson. Utilisé dans un cadre militaire pour créer une arme au service du bien, le symbiote subit une sorte de transformation psychologique significative. À l'origine motivé par ses instincts égoïstes et destructeurs, il est réorienté vers l'accomplissement d'objectifs altruistes. Flash, le moi, parvient grâce à un surmoi intériorisé et contrôlé, à savoir les valeurs militaires, à donner un sens aux pulsions symbiotiques et à agir comme un médiateur. Cela montre à quel point un cadre bien structuré est nécessaire pour permettre la sublimation du ça. On peut également parler du cadre anti-Venom, qui est littéralement et symboliquement la version purifiée du symbiote, capable de guérir toutes les maladies et autres afflictions. À nouveau, l'énergie destructrice du ça est redirigée en une force qui œuvre pour le bien. Motivé par son sentiment de culpabilité à l'égard des actes commis en tant que Venom, Eddie canalise ses pulsions agressives dans une quête d'amélioration morale. La sublimation ne consiste pas à faire taire ou à effacer nos désirs, mais plutôt à les reconnaître et leur trouver une nouvelle orientation, de manière à ce que leur expression vienne enrichir notre vie et celle des autres. Comme nous avons pu le voir, le fort intérêt que je porte au personnage de Venom surpasse son charisme légendaire. Derrière un aspect bourrin au premier abord, celui de simple ennemi de l'homme araignée, nous avons pu voir qu'il était une métaphore assez puissante de notre psyché et des conflits qui tiraillent constamment notre esprit. Venom est l'expression brute de chacune de nos pulsions primaires et de nos désirs incontrôlés. Notre ça, prêt à briser toutes les barrières de notre moralité pour assouvir ses instincts. Eddie Brock, le moi, se retrouve au cœur d'un tourbillon de force qui s'oppose par essence, agissant constamment dans l'ombre de Spider-Man, le surmoi, gardien des idéaux moraux et de la justice. Ce n'est qu'une fois que nous comprenons ce tiraillement que nous pouvons reconnaître nos propres Venom, faire face à nos propres Spider-Mans intérieurs et accepter que notre but ne soit pas de faire disparaître ses forces, mais bien d'intégrer toutes ces contradictions pour construire notre unité et notre identité.